Bonjour à tout le monde. Donc on va se présenter. Je suis Alexandre Navarro. Je suis développeur Java depuis 150 ans, comme c'est écrit sur mon t-shirt. Euh, plus sérieusement, je travaille à la Société Générale sur la partie banque d'investissement. J'ai été développeur, architecte technique, leader technique maintenant sur pas mal d'applications de trading. Et je m'appelle Benoît Lasselle. J'ai travaillé chez Quartet FS, qui est l'éditeur d'Active Pivot, une techno qu'on va présenter dans ces slides. Je suis passé par les équipes de R&D, d'avant-vente et de consulting. Aujourd'hui, je suis indépendant et j'interviens notamment comme expert sur ces technologies. Donc aujourd'hui, on va parler de comment on a créé une application et fait évoluer une application d'analyse de risque temps réel en Java. Donc c'est une analyse de risque pour les traders du fixed income. En gros, c'est pour les obligations et tout ce qui est produit de taux. Alors rapidement, de quoi on va parler sur cette présentation? On va vous dire, dans un premier temps, on va vous exprimer un petit peu le besoin qu'on avait, les challenges qu'on avait autour de cette application. On va ensuite focuser sur qu'est-ce qu'on a fait. On a fait un espèce de cache mémoire pour répondre aux besoins. On va focuser ensuite principalement sur la performance. Et après, on va parler un petit peu de best practice, d'expérience qu'on a eues et qu'est-ce qu'on a fait pour que des problèmes qu'on a eus n'arrivent pas en production. Alors le challenge technique chez nous, en fait il y a deux points. En fait c'est des analyses de risque, donc généralement on a des indicateurs assez complexes à calculer et on doit les agréger. Globalement, agréger des indicateurs, c'est pas forcément très compliqué. Vous en avez beaucoup, mais c'est pas forcément ce qui est le plus compliqué. Mais c'est compliqué. Deuxième point, on a beaucoup de données en temps réel. Donc on a beaucoup de mises à jour en temps réel, notamment les prix, les risques, des choses comme ça. Ça, prix pour une application de trading, c'est un métier, c'est pas si compliqué. La vraie complexité dans cette application, c'est que on avait des gros volumes avec de la logique métier compliquée et du temps réel, des mises à jour en temps réel assez fréquentes. Et c'est ce double point qui fait que c'était compliqué à faire, techniquement, à réaliser le projet. Alors pour vous expliquer un petit peu notre monde, pour l'application, vous imaginez en termes de volumétrie, on a 100 millions de lignes avec 200 colonnes. Donc vous pouvez imaginer ça dans une base de données ou ce que vous avez envie. On doit traiter à peu près ça. On a plus de 5000 updates à la seconde autour de ça, sur des risques, sur des prix de temps réel. Et ensuite, le trader, ce qu'il doit voir, en fait, il peut voir globalement sur notre application, on peut voir 1 million d'indicateurs. Qu'est-ce que c'est 1 million d'indicateurs? C'est un trader, généralement, il va avoir une centaine de vues. Sur cette centaine de vues, il va vouloir voir son risque par maturité ou par devise. Ça va lui faire peut-être 100 cases dans une vue. Et ensuite, on a de l'ordre de 100 traders, par exemple, à Paris-Londres. Alors là, j'ai passé pas mal de temps sur ce slide-là pour vous expliquer un peu les problématiques qu'on a. On en a trois principales sur l'application. On a des traders à l'international. Je ne sais pas si vous avez des applications, vous avez un peu du monde un peu partout. Nous, on en a à Paris, à Londres, à New York et en Asie, en fait, principalement Hong Kong, Tokyo. Et ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, vous avez des problématiques, notamment dès que vous allez avoir des utilisateurs à Tokyo ou assez loin. Il y a deux problématiques. Il y a la latence. La vitesse de la lumière, c'est assez rapide, mais en fait, ça met quand même 14 millisecondes à faire Tokyo-Paris. Donc vous avez des problématiques de latence. Et vous n'avez pas une bande passante de folie, on va dire. La bande passante, pour vous donner un ordre de grandeur, nous on doit avoir peut-être 60 mégabits pour toutes les applications, ce qui n'est pas si énorme que ça. Donc il y a le point sur la gestion des utilisateurs internationaux. Deuxième grosse problématique, c'est la logique métier. La logique métier, en fait, historiquement, dans l'application, elle était faite côté client, et il y avait plusieurs clients.
Historiquement, les clients, on va en parler, c'est des clients Excel. Et ils refaisaient du processing côté client, et puis tous les clients refaisaient le même style de logique, mais pas tout à fait pareil. Donc on avait une vraie problématique de partager cette logique-là. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est au niveau performance. Un client, quand vous avez 100 millions de lignes, je ne sais pas si vous avez déjà essayé dans Excel, mais 100 millions de lignes dans un Excel, ça ne marche pas très très bien. Et donc il y avait cette problématique-là. La dernière problématique, c'est la performance. Je vous ai donné l'ordre de grandeur de volumétrie. Le SLA global sur l'application, c'est de l'ordre de la seconde. Le trader veut voir son risque, il book quelque chose dans un système, il fait une opération financière, il y a le risque qui se calcule et il a de l'ordre de la seconde, il veut voir rapidement ça. Donc quand vous avez des volumétries de 100 millions d'éléments, que vous voulez agréger et que vous voulez montrer à la seconde, c'est pas évident. C'est une vraie problématique. Et aussi les volumes. Pour vous donner un ordre de grandeur, les volumes chez nous, ça fait que croître. Alors, bon, on dit comme ça, c'est pas forcément dire grand-chose, mais l'application, il y a 3 ans, il y avait 1 million d'éléments. En 3 ans, elle a fait 100 millions. Faire x100 sur une volumétrie, c'est pas anecdotique. Donc je vais vous parler d'un petit peu avant, comment c'était, et maintenant, ce qu'on a essayé de faire. Donc historiquement, sur la partie internationale, en fait, l'application Legacy était orientée à Paris. Et alors c'était super en fait, parce qu'en fait, avec la latence qu'on avait et la bande passante qu'on avait, les traders en Asie, en fait, il y avait le droit d'avoir 2 traders, et ils avaient vachement de chance, parce que 2 traders, mais en plus, ces 2 traders-là, en fait, ils devaient attendre 20 minutes déjà pour avoir leur risque temps réel. Donc vous voyez, il y a un léger décalage entre le temps réel et les 30 minutes que les 2 traders qui avaient de la chance d'avoir une application telle à l'époque pour voir l'application. Donc là, on a commencé à regarder qu'est-ce qu'on pouvait faire, vu que c'était très orienté Paris-centrique, en fait, l'ancienne application. Et assez rapidement, en faisant des benches sur des benches sur le WAN pour simuler ça, on s'est rapidement rendu compte qu'on avait besoin d'avoir des serveurs locaux pour pouvoir prendre le flux temps réel et ne plus avoir cette problématique-là. Sur la partie logique, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y avait beaucoup de logique côté client, comme je l'ai déjà dit. Et comme je l'ai déjà dit, on dupliquait du code et on avait des vrais problèmes de performance. Ce qu'on a décidé, c'est de dire, OK, cette partie qu'on fait côté client et qui est dupliquée ou plus ou moins dupliquée, on la remonte côté serveur. Côté serveur, on va avoir de la mémoire, on va avoir du CPU, on va pouvoir se partager les choses. Le dernier point, c'est la performance. Historiquement, l'application, en fait, c'était basé sur une base de données, un cubolap basé sur une base de données. Et ça, pour de la performance, je ne sais pas si vous avez déjà eu une base de données où vous deviez faire un select sum sur 100 millions de lignes et vous insérez 5000 lignes à la seconde dans votre base. Mais ça ne marche pas très bien en fait. C'est assez compliqué et ça ne marche pas très très bien. Mais c'est un peu le cas qu'on avait avant, sur 1 million de lignes. Et puis en plus, en fait, on ne pouvait pas notifier les gens. Donc en fait, on disait aux gens, attention, tel indicateur, peut-être qu'il a changé, tu devrais requêter la base. Alors vous imaginez l'effet boule de neige sur la base où vous avez 100 utilisateurs qui commencent à parler, à repauler la base, parce que peut-être qu'il y a un indicateur qui a changé. Tout ça nous a amené à faire plusieurs choix. Donc le premier, pour l'international, on a des serveurs locaux, un à Paris, un à New York, un en Asie. Sur la logique, comme j'ai dit, on a remonté ça côté serveur et on a mis du code Java pour faire cette logique-là. Et côté performance, on est passé d'un mode où on avait un cube basé sur une base de données, où on a tout mis dans un cache agrégé. Je vais passer la parole. Alors, parmi les technologies qui avaient été envisagées pour le début du projet, il était fait le choix de considérer ActivePivot. Avant d'aller dans la technique par rapport à ActivePivot, j'aimerais un petit peu
positionner Active Pivot, expliquer le positionnement qui était fait vis-à-vis du marché. Donc, Active Pivot, c'est une technologie propriétaire qui est développée en Java et qui s'inscrit, dont le développement a commencé il y a environ 7 ou 8 ans, époque où on a observé que les machines commençaient à avoir de plus en plus de cœurs. Historiquement, on n'avait que des machines avec un seul cœur, une fréquence qui augmentait. La fréquence a arrêté d'augmenter, les cœurs ont commencé à se multiplier, et la quantité de mémoire vive disponible a continué à progresser. On est passé d'une situation où globalement la mémoire vive était très rare à une situation, la situation actuelle, où la mémoire vive reste pas si commune, mais non plus pas si rare. Par exemple, si vous allez sur Dell.fr, si vous avez un budget de 10 000 à 15 000 euros, donc une enveloppe raisonnable dans le cadre d'un projet à mettre en production, vous allez assez aisément pouvoir négocier une machine avec 1 Tera de mémoire vive et entre 32 et 64 cœurs. Donc l'idée d'Active Pivot, c'est d'absorber cette évolution du hardware, de construire une base de données en mémoire. Toute la donnée va être maintenue en mémoire, les 100 millions de lignes sont maintenues en mémoire. Combiner cette base de données avec un moteur de requête. Donc ce moteur de requête va permettre de calculer des indicateurs dits complexes, on en verra un exemple, et absorber les données avec des vraies transactions. On n'est pas limité à une transaction par ligne, vous pouvez considérer des transactions complexes qui vont à la fois manipuler l'effet de base, manipuler des données d'enrichissement, manipuler des paramètres utilisateurs. Cette situation, le fait d'avoir de la donnée en mémoire et de la logique métier juste à côté, va donner à des utilisateurs opérationnels la possibilité, la capacité à prendre des décisions. Typiquement, un utilisateur opérationnel, il vit au jour le jour, il veut s'appuyer sur les données les plus récentes, des données qui viennent de divers systèmes et qui peuvent être très volumineuses. On va charger toutes ces données, appliquer sa logique métier et lui donner la possibilité de décomposer ces indicateurs le long de n'importe quel axe d'analyse disponible dans les données. Ici, on est sur un sujet dit de front office. Donc, de très loin, on considère des traders qui manipulent des indicateurs qui s'appuient sur un certain nombre de millions de produits financiers et ils vont pouvoir décomposer leurs indicateurs par pays, décomposer leurs indicateurs par devise ou décomposer leurs indicateurs par pays, par devise, après avoir filtré uniquement les produits financiers d'un certain type, etc. Donc, assez pour la vue au niveau du positionnement Active Pivot. Active Pivot, c'est donc une technologie Java. On a des jars qui sont produits par l'éditeur de logiciels et que vous allez pouvoir utiliser dans le projet avec une stack Java complètement classique, du Spring, du Maven, tous ces outils standards. Il ne s'agit absolument pas d'un progiciel que vous allez installer sur une machine et qu'on va configurer. Donc, votre projet va s'inscrire dans votre système d'information, on va connecter des sources de données, maintenir la donnée en mémoire. Juste à côté de cette donnée, on va retrouver les objets du projet qui vont contenir la logique métier, quels sont les indicateurs à calculer, pour au final donner aux utilisateurs la capacité à construire des vues. Alors l'outil standard pour construire des vues, c'est le tableau croisé dynamique d'Excel, ou pivot table en anglais, d'où le nom Active Pivot. Si on transcrit Active Pivot, la structure d'un projet typique Active Pivot au projet actuel, on retrouve cela. Donc cela, c'est quoi? Au centre, on retrouve Active Pivot, qui est installé sur une machine ou un cluster de machines qui va maintenir la donnée. La donnée qu'on reçoit en entrée de nature relativement très hétérogène. On a au milieu des calculateurs de risque qui produisent ce qu'on a appelé des sensibilités. Ce sont des grilles de calcul qui, toutes les nuits, produisent beaucoup de chiffres. Donc c'est beaucoup de chiffres qui sont calculés à un niveau de granularité très fin, d'où les 100 millions de lignes. Sur ces 100 millions de lignes, on en a 50 millions qui doivent être chargés le matin le plus vite possible, et ensuite 50 millions qui sont à charger au cours de la journée. Donc on ne reçoit pas 50 millions de transactions, toutes ces données sont accumulées par paquet, et après c'est la couche projet d'organiser ces données de manière à faire des transactions de manière le plus adéquate dans Active Pivot. À côté de ça, on doit aussi se connecter à d'autres systèmes, par exemple des systèmes qui sont liés au marché. On va recevoir l'évolution du marché au fil de la journée pour pouvoir calculer les fameux indicateurs complexes. Et on retrouve d'autres données beaucoup plus statiques, telles que des données d'enrichissement ou des paramètres de calcul qui vont permettre aux utilisateurs de configurer leur logique de calcul. Toutes ces données sont donc chargées en mémoire, maintenues en mémoire.
c'est la responsabilité d'Active Pivot, maintenir des structures de données de manière efficace aussi bien en termes CPU qu'en termes de mémoire. Même si vous avez une machine 1 Tera, si vous avez tout droit, si vous chargez 100 millions de lignes, ça va exploser. Donc c'est la responsabilité de la technologie, charger ces données et donner des points d'entrée au projet pour pouvoir y injecter la logique métier. Une fois que cela est fait, les utilisateurs vont pouvoir enregistrer leurs requêtes. Dans le cadre de notre projet, on considère deux manières, parce qu'il y a en réalité plusieurs projets qui graffitent autour de cette base de code, plusieurs manières de se connecter à Active Pivot. La première est très standard, c'est en passant à travers un langage standard qui est appelé le MDX. Le MDX, je ne vais pas du tout en parler dans la présentation, il faut simplement garder en tête que c'est un langage qui est relativement comparable au SQL, sauf qu'il s'applique au monde multidimensionnel. Alternativement, ça j'en reparlerai un petit peu plus tard sur la partie performance, on peut requêter Active Pivot à travers une API qui est propriétaire et qui est beaucoup plus simple. Le MDX permet de faire des vues très complexes, de construire des dashboards très avancés. Cette API va permettre à l'utilisateur de sélectionner ses indicateurs, sélectionner les axes d'analyse le long duquel il veut décomposer ses indicateurs et récupérer sa vue. Dans tous les cas, une des forces de l'OLAP, c'est de donner aux utilisateurs la possibilité de construire leur requête indépendamment de l'IT. Vous êtes un utilisateur, vous avez accès à un certain nombre d'indicateurs, un certain nombre d'axes d'analyse. Vous allez pouvoir construire vos vues indépendamment de l'IT. Il n'y a pas de SQL à écrire. En réalité, vous n'allez pas écrire du MDX car vous avez des interfaces graphiques qui marchent très bien. On retombe sur la question du tableau croisé dynamique dans Excel. Juste un petit point, plus technique, on est quand même des geeks. Donc je vais un petit peu dire les technos qu'on a sur ces différentes parties. Au niveau données de marché, on récupère des flux chez nous, soit de Reuters, soit du flux, ce qu'on appelle du flux Floor ou des flux de bourse directement. Donc on a des technos propriétaires chez nous pour récupérer le flux. C'est notamment ici qu'on récupère de l'ordre de 5000 updates à la seconde. Ici, pour dialoguer, on a du JMS en fait, tout simplement. On n'a pas tant de messages de risque que ça. Donc on a juste du JMS ici assez classique. Tout ça, c'est juste une web app assez classique. Ça tourne sous un Tomcat, en JDK 1.7, Tomcat 7, c'est assez classique. Toute la configuration là-dedans, il y a pas mal de Spring, Java config, ce genre de choses. Les points importants, c'est qu'on va en parler un petit peu après. On a beaucoup de choses autour de tout ce qui est Java concurrente. On a des queues type blocking queue, disruptor, on a des locks, des structures, des concurrentes HMAP ou des choses comme ça, des maps Guava pour des choses immutables. Donc on a beaucoup de choses autour du threading. Et à la fin, ici, l'utilisateur, en fait, c'est juste du web service. Les utilisateurs ont besoin de notifications. Donc on a un petit... à l'époque, il n'y avait pas les WebSockets. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est des web services assez classiques, pas tant que ça, avec du long pooling, un petit peu comme ce que vous avez dans Gmail, quand vous avez une notification, vous avez du long pooling. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ici vous requêtez une fois le cube, on vous donne la vue initiale et après on va vous donner le delta de ce qui a bougé. C'est exactement pareil pour les données de marché. Quand vous récupérez du flux de marché, en fait, vous avez beaucoup de champs qui bougent, mais en réalité, il n'y a pas tellement de champs qui bougent. Donc, pour des raisons de performance, on va vous renvoyer que le delta de ce qui a bougé. Les deux prochains slides, en fait, on va parler ça ne fonctionne plus, c'est pas grave, de la partie post-processor. On va voir un indicateur calculé un petit peu compliqué, et puis de la suite, en fait, de ce qu'on peut voir au niveau end-user. Alors, ce slide-là, il est un peu compliqué, mais on va essayer de le faire assez simplement. Ça, c'est un des indicateurs un peu compliqués à calculer chez nous. Donc, je vais essayer d'expliquer un petit peu les termes, de vulgariser. Le PNL, c'est Profit and Loss, c'est juste votre gain ou votre perte. Voilà, votre gain ou votre perte. La sensibilité, c'est le risque que vous avez par rapport à un événement. Vous êtes des geeks, vous allez souvent aux États-Unis pour acheter, je ne sais pas, un Mac par exemple.
Vous pensez aller aux États-Unis dans un mois. Le taux, il est de 1,2 entre l'USD et l'euro. Donc, 1200 $, 1000 €. Vous dites, ah bah super, j'ai 1000 €, c'est génial. Sauf que vous y allez dans un mois, et là, patatras, le taux, il devient le taux Apple, hein, le fameux, c'est 1 € vaut 1 $. Et ça devient comme ça. Et là, ben, vous avez juste eu 200 € dans la vue, en fait, et vous avez un risque de taux. Ben, la sensibilité, c'est ça, c'est votre risque par rapport, chez nous, c'est notamment les taux. Donc la sensibilité, c'est votre risque par rapport à quelque chose. Le prix temps réel, c'est assez simple, ça. C'est juste le prix de votre action, votre bond, chez nous, c'est plutôt des obligations. Bah, le prix de marché. Et le prix de clôture, bah, c'est le prix de marché à la clôture du marché la veille. Donc le PNL, c'est pas compliqué, c'est juste la somme de la sensibilité fois le prix temps réel moins le prix de clôture. Le truc compliqué, c'est le prix de temps réel. Je vous l'ai déjà dit, ce qui bouge, c'est 5000 updates à la seconde, de cet ordre-là. Et puis ce qui est aussi compliqué, c'est qu'en fait, les prix que vous avez, c'est par instrument. Donc par exemple, pour calculer le PNL, vous devez descendre au niveau instrument, voir le prix de tous vos instruments, faire le calcul de votre sensibilité fois votre prix réel moins le prix de clôture, faire vos 10 000 éléments, descendre à vos 10 000 éléments, et puis ensuite tout ressommer. Et puis vous avez 100 millions d'éléments de risque. Donc quand quelqu'un demande du PNL sur l'ensemble de tous les desks de l'ASG pour le fixed income, le calcul, ça prend, c'est pas juste on va lui répondre quelque chose, on va devoir faire un calcul assez imposant, sachant qu'on doit répondre dans la seconde. Donc, voilà. Là, c'est vraiment les données restituées. Donc c'est plus pour vous donner ce qu'on montre aux traders à la fin. Donc il y a des mesures préagrégées. La sensibilité, le calculateur de risque nous donne la donnée tout de suite telle qu'elle. Et nous, on va dire, on la préagrège. On a des données de valorisation. Juste l'ordre de grandeur, on a à peu près une cinquantaine de mesures. Après, on a des mesures post-processées, comme le PNL, que je vous ai montré. Donc ça, c'est des mesures qui sont calculées à la volée. Donc il y a un vrai calcul à la volée. On ne peut pas le calculer, on ne peut pas insérer, modifier les 100 millions de lignes parce que, imaginons, sur les 100 millions de lignes, il y a la moitié des lignes qui sont sur de l'euro. On regarde le prix temps réel du Forex de euro USD, par exemple, et on veut voir le prix en USD. On ne peut pas mettre à jour 50 millions de lignes comme ça. On doit le calculer à la volée. Les derniers points, les axes d'analyse ou les dimensions, ça c'est plus du monde Cubolab. Donc c'est simplement des axes sur lesquels le trader va pouvoir dire j'ai envie de filtrer ou j'ai envie d'agréger. J'ai envie de voir mon PNL sur le PNL que j'ai fait, donc je vais filtrer sur mon nom de trader. Ou je veux voir le PNL par instrument pour voir qu'est-ce qui est en train de bouger. Voilà. T'en fais pas. Ok. Alors, pour résumer sur qu'est-ce qu'Active Pivot, c'est une base de données en mémoire orientée objet. Orientée objet, pourquoi? Parce que si on va pouvoir y injecter de la donnée qui va être des nombres, par exemple, dans notre cas, on peut imaginer y injecter des objets plus structurés, des vecteurs, des maps, des objets qui auraient été instanciés par votre librairie, une librairie existante quelque part dans votre environnement. Tout ça, tous ces objets pourront être utilisés pour contribuer dans Active Pivot. Cette base de données est configurée et combinée avec un moteur transactionnel temps réel. Donc l'idée, c'est que vous chargez de la donnée, vous enregistrez des requêtes temps réel, vous récupérez la vue à cet instant donné, et au fil de l'eau, au fur et à mesure que des transactions arrivent, la vue de l'utilisateur sera impactée. Elle ne sera pas simplement recalculée, ce qui consommerait beaucoup trop d'énergie, beaucoup trop de CPU. On va simplement calculer ce qui a besoin d'être recalculé au niveau de la vue donnée. Tout ça s'appuie sur
moteur MVCC, ce qui va permettre à un utilisateur, lorsqu'il est par exemple dans une situation où tout va mal, le marché va mal, le calcul d'un produit, le calcul d'une sensibilité a explosé, il aura la capacité de revenir dans le passé et retrouver son indicateur et toutes les versions de cet indicateur à n'importe quel moment dans le passé, pour n'importe quelle transaction qui a été faite dans le passé. Enfin, je l'évoquais très rapidement, je vais le révoquer ici, la capacité à déployer ActivePivot, que ce soit de manière dite horizontale, donc simplement du sharding. Vous avez un modèle de données qui est trop gros, vous voulez le répartir sur plusieurs instances, vous allez pouvoir le faire, ou un autre mode de distribution qui est beaucoup moins commun et qui est appelé polymorphique. L'idée est qu'on peut avoir un projet tel que le projet actuel, on suit des indicateurs en temps réel par rapport au marché, par rapport aux données qui correspondent à aujourd'hui, et on peut avoir une autre équipe, un autre projet qui construit un autre cube avec d'autres indicateurs ou des indicateurs qui s'appuient d'autres types de données. Et ce qu'on souhaite, c'est donner à d'autres utilisateurs opérationnels la capacité d'avoir une vue consolidée sur les deux cubes. On ne peut pas faire un seul cube qui contient toute la donnée et toute la complexité, ce serait trop compliqué. On garde deux cubes, deux équipes de développeurs, deux équipes d'utilisateurs opérationnels, et on donne la possibilité à certains utilisateurs de voir un troisième cube qui n'est pas matérialisé, mais qui donne accès à l'union de tous les indicateurs et à l'union de toutes les dimensions. Ce qui fait que si on a par exemple un axe d'analyse qui est commun aux deux projets, l'axe par exemple des pays, on va pouvoir décomposer les deux indicateurs de chacun des deux cubes le long de l'axe commun. Alors, maintenant je vais rentrer un petit peu plus en détail sur comment fonctionne ActivePivot, ou en tout cas comment est-ce que ActivePivot permet de rendre de tels projets rapides. On est dans une situation, on a 100 millions de lignes, on les a agrégées dans des structures multidimensionnelles. On pourrait imaginer qu'une fois qu'on a réagrégé, on n'a plus que 1000 points, 10 000 points, c'est-à-dire 10 000 combinaisons possibles, étant donné les axes d'analyse disponibles. J'ai les pays, j'ai les types de produits, j'ai la devise. Le problème est qu'il existe tellement de dimensions, et certaines de ces dimensions ont très fine granularité, qu'en réalité, chacun des faits peut représenter un point possible. L'utilisateur a toujours la capacité de construire une vue où il va descendre suffisamment profondément dans le cube pour avoir accès à de la donnée de très fine granularité. Et c'est là où on fait le pont entre ce qui est dit habituellement à propos des technologies OLAP, qui sont des technologies très lentes. Mettez pas ça dans un cube, ça va exploser. Si vous mettez trop de dimensions, ça va exploser en mémoire, en CPU. L'idée ici est vraiment de prendre le contre-pied par rapport à cette situation. Par rapport au CPU, ActivePivot est effectivement en production sur plusieurs dizaines de projets avec des machines qui ont de 8 à 64 cœurs. Et travailler sur des machines qui ont de 8 à 64 cœurs, vous êtes obligé d'écrire de l'algorithmique spécifique. Vous êtes obligé d'écrire de l'algorithmique spécifique parce que le hardware a des propriétés particulières. J'en parlerai dans le slide qui suit. De manière générale, une bonne manière de se tirer d'une telle situation sera de partitionner vos structures de données, ce qui sera parfois facile. Vous prenez une table SQL, si vous voulez la splitter le long d'une colonne, ça pourrait bien se passer. Par contre, si vous avez des structures multidimensionnelles qui sont beaucoup plus complexes, la tâche sera beaucoup plus ardue. Une fois que vous avez réussi à partitionner vos structures de données, le choix qui a été fait par Quartet est d'utiliser de manière très générale la Fork Pool. La Fork Pool, c'est un framework qui a été introduit officiellement avec le JDK7. Et l'idée est étant donné une tâche, j'ai par exemple un serveur avec 64 cœurs, mais un unique utilisateur. Et cet unique utilisateur fait toujours des requêtes dures. Il fait des requêtes dures, il demande éventuellement une seule cellule, mais cette cellule s'appuie sur une logique de calcul qui a besoin de descendre à un niveau très fin par produit financier. Et par produit financier, appliquer une logique complexe. Donc l'idée de la Fork Pool est de prendre une tâche principale, qui est a priori très grosse, et de la décomposer en sous-tâches. Et encore, et encore, et encore, pour au final avoir beaucoup de petites tâches. Ces petites tâches seront diffusées dans la Fork Pool, de manière à avoir tous les threads qui travaillent. Une des forces, qu'est-ce qui différencie la Fork Pool d'un exécuteur service classique, et sa capacité à optimiser la manière dont la donnée va transiter au niveau des threads. Si vous avez 64 cœurs, que vous faites une pool avec 64 threads, et que vous splittez directement une query en 64 petites queries,
déjà, est-ce que vous allez y arriver? Et si vous y arrivez, vous aurez énormément de context switch parce que votre donnée va sauter d'un thread à l'autre. Et au final, votre requête sera lente, non pas parce que votre algorithme n'est pas efficace, mais parce que vous n'exploitez pas de manière efficace le hardware. Un dernier point, tout à l'heure, j'ai évoqué une API plus simple que le MDX. Le MDX, c'est un langage structuré qui permet de faire des requêtes super compliquées, très bien. Et à côté, on a accès à une API qui va permettre à l'utilisateur de choisir des indicateurs et des axes d'analyse pour décomposer cet indicateur. Cette API n'a pas changé d'un pouce depuis 3 versions majeures du produit. Ce qui est intéressant, c'est de dire que pour les utilisateurs, on a un projet qui a démarré il y a 4 ans, du point de vue du projet, le produit n'a pas tellement bougé. L'API est relativement stable, c'est super. De l'autre côté, le produit, lui, il a complètement bougé. Il a complètement bougé 2 fois. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 ans, une machine avec 8 cœurs, c'est une grosse machine. Aujourd'hui, une machine avec 64 cœurs, c'est une grosse machine. Dans 2 ans, une grosse machine, ça sera une machine avec 320 cœurs. En ce moment, vous avez Bull, par exemple, qui est en train de monter des machines qui ont 160 cœurs. Vous avez 4 Tera, vous avez 160 cœurs. Donc là, les problématiques que j'expose sont d'autant plus importantes dans ce contexte-là. Vous prenez le JDK7, vous prenez la concurrente HMAP du JDK7, vous allez scaler super jusqu'à 16 cœurs. Si vous dépassez 16 cœurs, ça ne scale plus. Dommage. Donc ça, c'était par rapport à l'aspect CPU. Un deuxième point, par rapport à l'aspect mémoire. De la même manière, ActivePivot est en production sur des projets qui ont des JVM, des HIP, pour le moment je vais confondre un petit peu les deux, qui vont de 5 Go sur une unique machine à 6 Tera répartis sur 6 machines. On est en train de dire on a 6 machines avec un HIP de 1 Tera qui discutent entre elles. La mémoire reste quelque chose de cher. Si vous avez 100 millions de lignes, 1 Tera, je l'ai déjà dit, je vais le redire, ça, vous ne pouvez pas aller tout droit et mettre votre donnée directement, ça va exploser. Du coup, le choix qui a été fait par Quartet dans ActivePivot est de manière très générale à s'appuyer sur la dictionnarisation. La dictionnarisation est une idée relativement simple. Vous prenez une colonne qui va contenir des objets. Je vais faire un exemple avec des chaînes de caractères. Vous aurez donc une colonne qui va contenir d'abord la France, les États-Unis, encore la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Plutôt que stocker ce tableau d'objets, on va préférer stocker un tableau d'entiers, 0, 1, 1, 2, 1, 3, et une autre structure de données qui va mapper 0 vers la France, 1 vers les États-Unis, 2 vers la Grande-Bretagne. Donc c'est un choix qui permet pas forcément de compresser aussi bien que le gzip, mais qui a un certain nombre d'attraits. 1, la capacité à compresser très rapidement, et 2, la capacité à retrouver de la donnée à n'importe quel index de manière très rapide. Si vous prenez un fichier et que vous le gzipez, si vous avez besoin d'une info au milieu du fichier, c'est un problème. Vous êtes obligé de réappliquer votre décompression depuis le début. Dans un contexte dictionnarisé, vous avez un accès très rapide à n'importe quel index possible. Je vais évoquer 2 points supplémentaires qui sont assez récents du fait qu'ils sont liés à des évolutions récentes du hardware. C'est la capacité à, étant donné une machine avec 1 teraoctet, jusqu'à il y a peu, une manière de s'en sortir était de faire une JVM avec un HIP de 1 Tera. OK, ça marche. Vous avez des problèmes, on en parlera après, mais ça marche. Bon, si vous voulez éviter les problèmes, essentiellement de GC, ce que vous pouvez décider, c'est ne pas avoir 1 Tera de HIP, mais plutôt, typiquement, 100 Go de HIP et 900 Go de données qui sera off-HIP. Comme elle est off-HIP, lorsque vous faites des GC sur votre HIP, le GC se passera beaucoup mieux, car elle ne s'appliquera que sur 100 Go. Donc ça, c'est un avantage qu'on voit assez clairement. Un autre gros avantage, c'est que le fait d'avoir de la donnée off-HIP va permettre d'exploiter, de rendre l'application NUMA-aware. Alors, je ne suis pas sûr qui sait ce que signifie NUMA dans la salle. OK, donc comme ça, j'apprendrai quand même quelque chose à un certain nombre de personnes. L'idée est qu'aujourd'hui, lorsque vous trouvez une machine avec 64 cœurs, en réalité, ce n'est pas un seul processeur avec la capacité d'exécuter 64 calculs en parallèle. En réalité, vous allez avoir 4 sockets, et sur chacune des sockets, vous aurez 2 sous-unités de calcul. Et de manière générale, chacune de ces unités de calcul aura un accès privilégié avec une partie de la mémoire. Ce n'est pas une machine avec 1 Tera. En réalité, c'est une machine avec 32 fois, je ne sais pas combien de gigaoctets de données, et une fraction de ces gigaoctets de données sont fortement couplés avec une partie
des CPU, une autre fraction de la mémoire est fortement couplée avec une autre partie des CPU, etc. Jusqu'au nombre de nœuds NUMA. Aujourd'hui, on trouve des machines avec 2, 4, 8 nœuds NUMA. Que signifie NUMA? NUMA signifie Not Uniform Memory Access. Donc l'idée est que, étant donné un CPU, s'il doit aller chercher de la mémoire sur son nœud NUMA, ça va aller relativement vite. S'il doit aller chercher de la mémoire sur un autre nœud NUMA, ça sera plus ou moins lent. Si vous ne rendez pas votre application NUMA aware, vous aurez un problème parce que vous avez 1 Tera de heap, éventuellement un exécuteur service avec 64 threads, et les 64 threads vont passer leur temps à choper de la data qui sera, on ne sait pas trop dans quel nœud NUMA. Du coup, vous aurez une application qui sera 2 fois plus lente, 4 fois plus lente, 16 fois plus lente, 32 fois plus lente. On a observé des situations où, avec un algorithme relativement simple, la machine est beaucoup plus lente, l'algorithme est beaucoup plus lent sur une machine 64 cœurs que sur une machine 16 cœurs. Pourquoi? Parce qu'on avait 2-4 fois moins de nœuds NUMA, et du coup, on allait beaucoup plus vite. Du coup, dans le cadre du projet, on a un projet qui est temps réel, on a beaucoup de messages à la seconde, on a des indicateurs relativement complexes. Donc là, on en a donné un exemple, on en a d'autres qui sont beaucoup plus tordus, et je donne l'exemple qui sont difficiles à implémenter dans Excel, et un projet qui n'a finalement pas une si grosse volumétrie. C'est moi qui ai rajouté le smiley. Voilà, on n'est pas tout à fait d'accord sur ce truc-là. C'est vrai, 80 gigas, c'est beaucoup. 80 gigas, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de données, mais on a d'autres projets à la Société Générale où on a un heap on a une machine avec 300 gigas et on a déjà commandé une machine avec 1 Tera. Aujourd'hui, vous voulez faire un projet avec ces ordres de grandeur de données en mémoire, c'est possible. Du coup, comment vous allez faire en sorte que ça se passe bien, que l'application aille vite? En réalité, c'est très difficile. J'ai évoqué le off-heap, j'ai évoqué le NUMA-aware. Rendre vos algorithmes NUMA-aware est quelque chose d'assez compliqué. Donc là, le choix qu'on fait, c'est de s'appuyer sur une techno commerciale et du coup, derrière, ne garder que la partie autour, toute la partie qui est custom au projet. La connexion aux données, récupérer les données, faire des transactions dans le produit et appliquer de la logique métier. Du coup, en termes de choix pour rendre le projet rapide, les choix sont les designs qui sont appliqués sont relativement simples. Le premier est tout simplement de rendre toutes les portions de calcul de l'application asynchrones. Vous recevez un message, vous ne le processez pas tout de suite, vous allez le processer de manière asynchrone. Vous voulez faire un enrichissement, vous enrichissez la donnée, vous allez faire la transaction de manière asynchrone, etc., etc. Un autre point, et qui s'applique plus sur la logique métier à mettre à l'intérieur du cubolab. Un cubolab est un objet complexe. Vous avez beaucoup de dimensions, des logiques de calcul tordues. Du coup, les premières manières de faire, quand on essaye de mettre de la logique métier à l'intérieur, on a tendance à écrire du code très compliqué. Et ce code très compliqué a une tendance à finir par ne pas bien marcher. Donc là, j'évoque un principe. J'ai piqué l'image chez un bouquin qui est The Art of Unix Programmation. Et l'idée, c'est que si vous avez un problème compliqué, débrouillez-vous. Débrouillez-vous d'une manière ou d'une autre à le rendre simple, à en faire la combinaison de la résolution d'un certain nombre de problèmes simples. On a eu des logiques complexes qui nous ont mis en échec pendant plusieurs mois. On n'a pas réussi à les mettre en œuvre pendant plusieurs mois. Le reste du projet a vécu, mais une partie de cette logique n'a pas réussi à être mise en œuvre. On a fini par se mettre 4-5 dans une salle. On a remis à plat le besoin. On a remis à plat comment est-ce qu'on pouvait le mettre en œuvre. Et au final, en quelques heures, on a réussi à avoir quelque chose qui fonctionne. Tout ça, simplement en revenant à la base. Si je m'impose de m'en sortir simple, comment est-ce que je peux faire? Et au final, on a trouvé une solution. Et de manière générale, on trouve des solutions. On finit toujours par trouver des solutions simples, même aux problèmes qui nous ont l'air compliqués aujourd'hui. Du coup, la JConsole, donc ça c'est un snapshot de la JConsole sur 4 jours. À quoi ça ressemble? Un heap qui monte et qui descend entre 20 et 80 gigas. Donc là, on n'est pas dans une version où on a de la donnée off-heap. Donc au final, on a un projet qui n'a en réalité que 20 gigas de données qui survit. Lorsqu'on a des GC qui passent, on voit les pics qui descendent entre 20 et 30 gigas. Et le reste du heap sert à faire vivre les transactions temps réel, à faire vivre les requêtes, les impacts des transactions sur les requêtes. C'est une machine 24 corps, hein, donc vous pouvez le voir sur la partie CPU, il y a 50% de CPU. Ce n'est pas une machine avec un corps. Du coup, comment on fait pour configurer notre JVM? Il n'y a vraiment pas de réponse magique. Perso, je suis un fervent, je ne sais pas quoi. Perso, je préfère commencer par laisser les paramètres par défaut. La JVM est un objet qui se comporte
très très bien tout seul. Même si vous avez des gros heaps 80 gigas, même si vous croyez savoir comment va se comporter votre application et vos algorithmes, commencez par les mécanismes, la configuration de la JVM par défaut. Si vous avez des soucis, vous observez que vous avez des stop of the world trop souvent, vous observez que vous avez des stop of the world trop longs, vous observez que vous avez des out of memory, que sais-je, là vous allez vous poser la question. Par défaut, évitez d'activer toutes les options qui vous ont l'air super cool. Ça vous évitera un certain nombre de problèmes. Donc, par exemple, ici, si je reviens sur le heap, on a activé le concurrent mark sweep et on se retrouve à avoir une pause, on ne les voit pas ici, l'échelle est trop petite, à avoir une pause toutes les nuits d'environ 30 secondes. Est-ce que c'est la catastrophe? Non, en réalité, ça arrive au milieu de la nuit sur le serveur à Paris, donc ce n'est pas grave. Et on a cette pause-là uniquement parce qu'on a été trop rapide, on a balancé une trop grosse transaction pour nettoyer la vieille donnée et insérer les 50 millions de lignes qui ont besoin d'être chargées en début de journée. Juste une anecdote sur les 30 secondes. Un matin, j'arrive au travail et je reçois un mail du support en Asie, donc on a une application en Asie, qui venait d'un trader. Le trader avait fait un screenshot en fait. Il dit ouais, l'application est lente. Il avait fait un screenshot avec le timestamp et tout. Et on regarde et bon, c'est bizarre. Donc c'était pendant la nuit. Et on regarde un petit peu les logs, on voit pas de choses déconnantes. On fait c'est bizarre quand même. Et en fait, on regarde dans le gc.log. Et en fait, il avait pris son screenshot au bout de 20 secondes et en fait, on s'était pris un GC de 35 secondes. Et le trader a vu que c'était là en fait. Donc oui, est-ce que c'est grave? Comme ça, c'est pas très grave. Après, c'est une vraie problématique. Ça commence à être des temps, nous, c'est de l'ordre de la seconde. On va dire 30 secondes, une minute. Au bout de 30 secondes à une minute, un trader, il va voir que l'application, il n'y a pas toutes les données qu'il a envie en fait. Alors, j'ai noté customisation des tailles de génération. C'est une idée. Souvent, lorsqu'on a des problèmes au niveau du GC, on va plutôt activer des GC alternatifs. Un autre choix qui peut être fait est de customiser les tailles des générations. Le Young-Gen Tenured Space. Et l'idée de ça est que vous avez plus conscience de à quoi ressemblent vos données. Nous, on sait qu'on a 20 gigas de mémoire qui, dans tous les cas, doit rester en VM. Ça, on le sait. Le reste, est-ce qu'il vaut mieux utiliser un concurrent mark sweep ou autre chose? Je ne sais pas. Des exemples sur des stop of the world, sur des heaps très importants. J'ai plusieurs clients qui sont en production sur des VM à 1 Tera. Ils se retrouvent avec des GC plus ou moins fréquents. Pareil, il faut à discuter, mais qui vont durer entre 5, des GC et stop of the world, qui vont durer entre 5 et 30 minutes. Quand ça arrive au milieu de la journée, c'est pas cool. Même des cas, sur des machines avec 4 Tera, j'évoquais la machine de Bull, on s'est retrouvé la configuration par défaut, tout droit, avoir un GC, le GC qui a duré 10 heures. Bon, peut-être que non, il n'est pas raisonnable d'avoir un heap de 4 Tera, et à ce moment-là, vous êtes invité à passer de la data off heap. Une dernière référence à Azul, Zing. Donc, pareil, c'est un éditeur qui propose une VM alternative à la VM d'Oracle et qui inclut un GC qui promet de ne jamais faire de stop of the world. On a eu l'occasion de le tester. Vous ne pouvez pas l'appliquer aujourd'hui à une VM de 1 Tera. Vous devez être limité à 300 gigas ou 500 gigas, mais ça marche. Vous balancez de la donnée comme des tarés. Vous n'avez pas de stop of the world et globalement, vous pouvez compter sur un throughput diminué d'environ 20%. Est-ce que c'est cher? À mes yeux, non. Sachant que de toute manière, lorsque vous activez le CMS, vous avez aussi un impact sur votre throughput. Un dernier point, pour la perf, j'interviens chez un certain nombre de clients. Je n'utilise pas une panoplie hyper variée d'outils. J'ai un certain nombre d'outils qui sont très réduits. Je dis ça dans le cadre de la performance. Plutôt. Vous pouvez écrire du code super compliqué, mais à l'occasion, vous avez du vieux code qui fonctionne. Votre application est bloquée. Donnez-moi un thread dump, faites un thread dump, invitez vos équipes de support à systématiquement faire un thread dump lorsque l'application est bloquée. Vous avez des problèmes de GC, activez les GC logs. Combien si je parle simplement de mon expérience personnelle de projets en production avec des VM de 500 Go 1 Tera n'ont pas les GC logs, je ne peux pas vous aider sans ça. Vous avez des problèmes de perf, sortez un profiler. N'imaginez pas au doigt mouillé qu'est-ce qui est lent. Perso, je suis incapable de vous dire ce qui est lent dans votre projet. Vous avez des problèmes de mémoire, faites un heap dump, analysez-le. Vous avez des outils gratuits, maths, open source,
Vous voulez faire un heap dump de 200 gigas, vous faites un heap dump, vous l'analysez, vous prenez une ou 2 heures devant vous pour charger l'heap dump de 200 gigas, ça marche. On va parler de 3 petits points sur la production et sur rendre du code plus stable, que ce soit plus stable en production. Le premier point, dans les best practices d'isolation, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que nous, on ne peut pas se permettre, par exemple, pour le PNL, on doit récupérer les clauses, les prix de clôture d'une application. On ne peut pas se permettre qu'à un moment donné, l'application, elle est down, elle ne répond pas aux besoins, parce qu'une application extérieure ne fonctionne pas. Donc on est obligé de toujours faire des modes dégradés. Donc pensez toujours, quand vous faites votre application, d'avoir des modes dégradés. Peut-être tout ne va pas fonctionner, mais ce n'est pas grave, au moins il a un mode dégradé et il peut voir des informations. Pensez à recharger à chaud pour pouvoir recharger des données à chaud. L'autre point, c'est qu'on a un lien très fort. On essaie d'avoir un lien le plus faible possible entre les applications. Typiquement, le calculateur, entre le calculateur de risque et notre application, elle a 3 ou 4 ans. L'application, on a un middleware avec du JMS classique. On utilise du Google Protocol qui est basé sur du clé-valeur. En fait, on ne release pas en même temps. On fait des modifications tous les mois, mais les gens vont modifier leur version des messages qui sont échangés à leur rythme, et c'est pas grave. On n'a jamais réalisé, on s'est jamais dit un week-end, il faut réaliser tout en même temps. Donc isolez-vous, c'est vraiment important en fait. Deuxième point, c'est l'automatisation. Alors je vais parler un tout petit peu de Maven. Essayez d'automatiser au maximum tout ce que vous avez fait. Maven, c'est souvent un peu décrié. Alors chez nous, personnellement, ça marche plutôt pas mal. Ce qu'on oublie souvent de dire sur Maven, c'est que ça gère vraiment tout le cycle de projet, tout le cycle de vie d'un projet. Et ça permet de faire plein de choses, pas juste de compiler ou de récupérer les dépendances. Moi, récemment, j'en avais marre que les gens ne mettaient pas les mêmes configs de formateurs. Il y a un plugin pour faire ça. À un moment donné, on s'est planté, on n'a pas fait bien la release parce que quelqu'un a oublié de committer un fichier à un endroit. Il y a le plugin release de Maven qui marche très bien pour bien flaguer vos tags. Il y a plein de choses qui existent. Regardez-les et ça vous permettra d'automatiser. Le monitoring, en fait, nous, un des plus graves problèmes qu'on a sur l'application, généralement, c'est out of memory. 80 gigas, non, c'est out of memory. Qu'est-ce qu'on a fait on a fait des choses assez simples. On a des services REST avec du Metrix. On utilise du Metrix avec des services REST. Et on a juste un Jenkins qui poll l'application et qui check si le serveur va nous dire « Ah, je suis à plus de 95% de mémoire, attention, je vais peut-être tomber en out of memory ». Et on a quelques else checks, c'est dans Metrix, c'est comme ça, pour faire ça. Et ça marche plutôt pas mal. C'est assez étrange de faire ça. Ça marche plutôt pas mal. Autre chose, on n'a pas la même configuration entre la prod et le disaster recovery. On a plus de mémoire sur le disaster recovery parce que des fois, les deux serveurs, ça nous est déjà arrivé, arrivent en out of memory au même moment. Donc on met un peu plus sur le DR et on accepte d'avoir une pause un peu plus longue. Autre chose, ce qu'on est en train de faire, c'est mettre un peu tout ce qui est Logstash, Elasticsearch, Kibana pour récupérer des exceptions dans les logs. Ça nous est arrivé très récemment d'avoir des exceptions qu'on n'avait pas vues et dans ces exceptions-là, ça aurait pu nous aider si on les avait vues tout de suite et si on n'avait pas « Ah, mais c'est bizarre, on a une exception bizarre dans les logs ». Et ça, on n'a pas encore fait tout ce qu'on voulait là-dessus, mais on voudrait avoir du capacity planning autour typiquement de la mémoire utilisée. En conclusion, ce que je veux juste dire, c'est que voilà, on a une application, on a une volumétrie très importante, des indicateurs complexes avec beaucoup d'updates à la seconde. En fait, en faisant une application Java Core avec pas des choses exceptionnelles, c'est possible en fait. On peut faire ce type d'application. Avoir des données temps réel et pouvoir les agréger comme vous avez envie sur plus de 100 dimensions, c'est possible. Après, aujourd'hui, on se rend compte que voilà, c'est un peu les derniers points, les derniers slides. On a des choses à améliorer chez nous. C'est la production et le temps qui nous montrent les différentes choses. On n'est pas encore au niveau monitoring ou capacity planning. Déploiement, on n'est pas encore au niveau où on voudrait.
par exemple, sur le déploiement, on fait quelque chose d'un peu particulier. On a les données de prod en UAT. Alors ça peut vous paraître assez étrange, mais ça nous a permis de voir plein de bugs en UAT. Et si on ne les avait pas eus, on les aurait vus en prod. Et là, on aurait été vraiment plus dans la panade. Donc voilà. Le talk est fini. Je pense qu'on ne va pas avoir forcément le temps d'avoir des questions, je ne sais pas. Voilà. Si je serai en face au stand Société Générale, si vous avez des questions.